L'actualité internationale des 7 derniers jours, c'est comme tous les vendredis, une semaine dans le monde avec aujourd'hui à mes côtés Claude Guibal, grand reporter au service international de France Inter. Bonjour Claude. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci également à Georg Blum. Vous êtes journaliste pour Die Zeit, auteur de L'ami indésirable, la fin d'une histoire. C'est paru en mars de cette année. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour également à Marc Semo, journaliste au Monde, chargé des questions diplomatiques. Bonsoir. Et CAC, dessinateur de presse, et qui a l'opinion notamment, et qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour Cartooning for Peace. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Il est allergique aux crustacés et le champagne lui donne mal à la tête. François de Rugy est monté au créneau. C'était ce matin dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin sur BFM. L'occasion de juger des dîners, de justifier les dîners donnés à l'hôtel de Lassay du temps où il présidait l'Assemblée nationale, les travaux de rénovation de son appartement de fonction, mais aussi de nier avoir loué en connaissance de cause un appartement à loyer réduit à Orvaux en Loire-Atlantique où il était député. Autant d'éléments révélés par le site d'information Mediapart. Écoutez la défense du ministre. Je n'ai absolument pas de raison de démissionner. Je l'ai dit au Premier ministre qui ne me l'a absolument pas demandé. Quand on est attaqué matin, midi et soir, que tous les jours sortent des nouvelles choses qui sont fausses, eh bien évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi. On peut avoir envie de lâcher prise. Mais je ne le ferai pas, car je suis très en colère. Quand je lis un article qui prétend que j'occupe un logement social, jamais de toute ma vie je n'ai demandé un logement social. Claude Guibal, on entend François de Rugy visiblement ému. Alors forcément, on est un peu gêné aussi d'être témoin de cette explication provoquée par les accusations formulées par le site Mediapart à son encontre. Que peut faire François de Rugy? Que pouvait-il faire sinon tenter de se défendre pied à pied comme il l'a fait aujourd'hui? À part dire Omar m'a tué. Avec un H, oui. Voilà, avec un H pour faire allusion à... Non, que peut faire François de Rugy? Effectivement, c'est compliqué. Démissionner, oui, probablement moralement. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que va pouvoir faire désormais François de Rugy en tant que ministre dont la parole est aujourd'hui, délégitimée? Comment est-ce qu'il va pouvoir peser sur des arbitrages? Moi, c'est plutôt la question plus que de François de Rugy, la question de l'écologie au gouvernement que je me pose aujourd'hui. Marc Semo, oui. Pour vous, est-ce qu'il doit démissionner? Oui, non pas pour des raisons juridiques, parce qu'apparemment, on verra ce que vont donner les auditions et les enquêtes, il n'a rien fait d'illégal, mais il est, comme le disait très bien Claude, politiquement délégitimé. Alors oui, l'hôtel de Lassay est une des meilleures... On parlait de socialisme hôtelier du temps de Laurent Fabius. Absolument, c'est une des meilleures tables des institutions françaises. La cave est dans l'absolu la meilleure. Voilà, donc oui, il reçoit à l'hôtel de Lassay. Alors ensuite, est-ce que c'était des amis? Est-ce que c'était pour des repas, des dîners de travail? Ça se discute, on verra, etc. Un argument très simple. Moralement, oui. Il est obligé de le faire parce qu'il est numéro 2 du gouvernement. La question écologique est fondamentale aujourd'hui. Effectivement, un ministre affaibli a quand même beaucoup moins de chances de gagner des arbitrages. Et en plus, il a quand même demandé à sa directrice de cabinet, pour des faits similaires, de remettre sa démission. Ce qu'elle a fait, en disant d'ailleurs, elle s'appelle Klein, j'ai oublié le prénom. Voilà, en disant, c'est le ministre qui me l'a demandé. Donc elle a quand même lourdement souligné à l'évidenciateur ce qui s'est passé. Rien que pour ça, je pense que de Rugy devrait jeter l'éponge. Georg Blum, qu'aurait fait un ministre en Allemagne? Non. Après ces homards et ces grands crus qu'on nous manque souvent en Allemagne, je crois qu'il n'aurait pas de chance de survivre. Et je veux dire, même vu de l'Allemagne, c'est très dommage parce que c'est le ministre vert de la France, en quelque sorte, au moment où les Verts en Allemagne sont au plus fort dans les sondages, entreront peut-être bientôt au gouvernement, ont besoin de lui comme principal interlocuteur pour créer une politique écologique en Europe. Et là, il est complètement incrédible. Aussi, côté vert en Allemagne, c'est des gens qui accusent la France justement de ça, d'être toujours tout prétentieux sur le côté luxurieux. On ne donne pas de dîner privé dans les ministères en Allemagne, ça ne se fait pas? Non, quand même pas. Non. On connaît les restaurants de certains politiciens, mais ils payent bien pour eux-mêmes. Il y a quand même un point sur lequel, là, il est relativement aisé de vérifier. François de Rugy dit « Ce n'est pas moi qui avais la main d'une certaine manière sur les grands crus, c'était le sommelier, sur le menu. » Or, Fabrice Arfi de Mediapart prétend strictement le contraire. Lui dit « C'est François de Rugy ou son épouse qui ont tout décidé. »
Écoutez, ça, pour le moment, c'est parole contre parole, on verra. Mais bon, oui, l'hôtel de la Sey a une très bonne cave et une très bonne table. Donc voilà. Qui est décisionnaire sur les menus, par exemple ? C'est le ministre. Le problème, c'est pas le menu choisi. Arrêtons de faire de la démagogie populiste sur le thème « c'est mal de manger du homard ». Je n'aime pas le homard. Mais voilà. Attends. Mais voilà, c'est le ministre qui décide. Voilà, c'est normal. Ensuite, la question, c'est qui reçoit-il ? Est-ce qu'il s'agit de dîners dont on peut dire qu'ils font partie de ses fonctions, parce que c'est normal aussi en France de faire des dîners, des déjeuners, ça fait partie du travail d'un ministre et d'un représentant de l'État. Ensuite, est-ce que c'était pour des amis ? Donc les 10 dîners sur lesquels il y a apparemment focalisé la polémique, il faudra voir un par un si c'était des amis ou si c'était... Voilà. Ensuite, si c'est moitié-moitié, ça va être compliqué à trancher. Et il faut dire aussi, je veux dire, la France tient au niveau international le langage de l'écologie aujourd'hui avec Macron, Save the Planet, et la France l'Europe ne peut pas se permettre un ministre d'environnement français, je veux dire, où le monde peut s'en moquer. Un dernier point à propos des dîners et des déjeuners. Talleyrand a quand même sauvé la France après Napoléon à Vienne avec une diplomatie de hôtelière, de repas. C'est par les repas, par les dîners qu'il a réussi à amadouer tout le monde, à mettre tout le monde autour de la table. Et après le désastre napoléonien, a sauvé la France plus ou moins dans ses frontières. Donc on a toute une histoire de diplomatie gastronomique. La fin FAIM, justifie les moyens. Voilà. CAC, les mésaventures de François de Rugy font, on l'imagine, le bonheur des dessinateurs de presse. Oui. Alors, je vous ai juste choisi 2 dessins parce que je sais qu'il y a plusieurs thèmes qui vont s'enchaîner. Mais alors, le premier, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense qu'on est nombreux à y avoir pensé. Le fameux Omar Mathieu nous est vite revenu. C'est une des manières quand on cherche un gag en dessin de presse, le jeu de mots reste de toute façon une évidence. Alors, j'ai choisi, comme il y en avait un ou deux qui étaient proposés, j'ai choisi celui de Rousseau. Alors, Rousseau est un grand dessinateur qui, depuis très nombreuses années, fait plein de dessins, qui étrangement n'a jamais publié de livre. Donc, je le dis, il est en train de financer son premier livre. Renseignez-vous sur Internet si ça vous intéresse. Grand dessinateur. Et donc, lui, il nous a fait le bon de Rugy, qui s'est effondré, reconstituant donc un peu la fameuse scène du Omar Mathieu. Sauf que là, évidemment, c'est un peu moins glauque, puisqu'on le voit. Alors attention, ça n'est pas du sang, c'est, regardez par terre, c'est le vin rouge. Mais non, c'est le grand cru avec lequel il écrit Omar Mathieu. J'aime bien cette scène. Et en plus, il a remis Château Yquem à la place avec les serveurs en livrée, machin. Bon, c'est très bien. Je vous ai proposé aussi un dessin que j'ai fait moi, parce que je viens vous voir, donc tant qu'à faire, pour l'opinion. Voilà, donc de Rugy qui dit... Et pourtant, j'ai été irréprochable. Pas de vaisselle jetable, pas de bouteille en plastique. Ah oui. Et oui, donc j'ai essayé de retourner le truc. Je me suis dit, comment il va pouvoir organiser sa défense, comme il est maintenant ministre de l'écologie, et que c'était la semaine du zéro déchet, je le rappelle. Exact, bien vu. En tout cas, il a survécu à son entrevue hier avec Édouard Philippe à la surprise générale, il faut bien le dire. Et je trouvais, alors un petit dernier, parce que je trouvais dommage du coup qu'on parlait plus de cette semaine du zéro déchet, alors que donc il y a un dessinateur qui s'appelle Côté du Canada, qui a fait ce dessin. Alors là, je quitte le sujet de Rugy, je reviens sur le zéro déchet. Il est simple, mais je pense que ça va être difficile d'en faire un qui résume mieux la situation. Vous voyez, regardez. Donc c'est une BD en strip, on se fait livrer un colis, on l'ouvre, à l'intérieur du colis, il y a un deuxième colis, puis du papier bulle, machin. Et qu'est-ce qu'on avait commandé ? Le guide du zéro déchet, magique. Autre actualité française, Vincent Lambert, qui est mort 9 jours après l'arrêt des soins. Les Français se sont divisés à l'image de sa famille sur le cas de ce patient tétraplégique qui aura passé 11 ans dans un état végétatif après un accident de la route. Fallait-il arrêter les soins comme l'a décidé le corps médical, conformément aux souhaits qu'aurait exprimé Vincent Lambert lui-même, selon sa femme et son neveu, ou bien au contraire continuer de l'alimenter et de l'hydrater, comme le voulaient ses parents, qui dénoncent aujourd'hui un crime d'État. Ce cas s'inscrit, comme l'affirme en tout cas Jean Leonetti, dans le cadre de sa loi, d'après vous, Marc Semo, c'est-à-dire qu'on a écouté le patient qui s'opposait à tout acharnement thérapeutique, l'obstination déraisonnable définie dans la loi de 2016. Voilà, alors c'est un cas très particulier. Alors, je ne suis pas médecin, mais on n'était pas dans un cas de quelqu'un où les soins le maintenaient en vie seulement artificiellement. De fait, c'était quelqu'un qui était dans un coma irréversible, avec des lésions définitives, dans un état végétatif, donc il n'y avait aucune chance qu'il sorte de ça, mais en même temps, il vivait. Il n'y avait pas de mort imminente. Il n'y avait pas de mort imminente, il n'y avait pas donc l'acharnement, l'obstination déraisonnable dans les soins. De fait, on l'a laissé mourir de faim, pour parler crûment, en le mettant avec une sédation très forte, etc. Donc c'était d'une certaine façon un cas totalement particulier, à la fois parce qu'il n'avait laissé aucune recommandation, parce que sa femme était pour arrêter cette non-vie. Mais les parents étaient pour le maintenir en vie. Donc on était dans un cas totalement particulier. Mais la question que pose le cas de Lambert, c'est celle de qu'est-ce que c'est vivre ?
on n'est pas dans un cas où on maintient quelqu'un par les soins. C'est qu'est-ce que c'est vivre? Est-ce que être un légume, pour parler crûment, sans aucune conscience, sans aucune possibilité de parler, sans jamais pouvoir s'en sortir, est-ce que c'est encore une vie? Donc on est quasiment dans un truc d'euthanasie. Et c'est aussi pour ça qui ne dit pas son nom, que tout a explosé. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on a ouvert l'enquête, on a fait cette autopsie, parce qu'il y avait cette ambiguïté qui a duré jusqu'à la fin. Et qu'on a cette France qui se divise, on va le voir avec cette tribune notamment de Jean Leonetti, auquel répond Michel Houellebecq hier dans Le Monde. Michel Houellebecq qui accuse l'État d'avoir pris parti et d'avoir ainsi signé l'arrêt de mort de Vincent Lambert. Il dit qu'on l'a tué. Est-ce que c'est excessif d'après vous, Claude Guibal? Moi, je crois que tout est excessif dans l'histoire de Vincent Lambert parce que je pense que comme tout le monde, j'ai un profond malaise, une très très grande tristesse face à cette mort. On oublie qu'il y a une personne derrière, on oublie que chacun... En fait, on est dans un drame intime, un drame personnel qui est à l'échelle nationale dans une... forcément à la fois instrumentalisé et va réveiller chez chacun d'entre nous des sentiments. Je veux dire, la perception des parents, de l'épouse de Vincent Lambert, des médecins, etc. Tout est légitime là-dedans. Et tout ce qui est immonde, c'est tout ce qu'on en fait. C'est-à-dire que c'est un débat, c'est ce que disait Marc Semo à l'instant. C'est qu'est-ce que c'est vivre? Et nous, qu'est-ce qu'on a vu pendant ces 10 ans? On a vu 10 ans de procédure avec le droit qui évolue aussi pendant ces 10 ans. Parce qu'à chacun des cas de jurisprudence, on a affiné le concept des traitements. C'est quoi l'arrêt des traitements quand sur la première loi Leonetti, ces traitements-là n'étaient pas définis comme ils l'ont été par la suite. Mais on est allé très très loin dans l'obscénité. Souvenez-vous de l'épisode de la remontada avec quand les avocats des parents. Les avocats des parents. Enfin, on assistait à des choses qui étaient complètement dingues, des images qui sont dingues, et puis avec tout qui va derrière soi. Et puis bon, il y a tout le symbole christique. Les parents disent que leur fils est mort aujourd'hui en martyr, et évidemment tout cela va reprendre du sens encore plus fort à la rentrée quand les lois sur la bioéthique vont être examinées. Et évidemment, cela pose la question de l'euthanasie et de qu'est-ce que c'est vivre. Jacques Blum, est-ce que justement on doit désormais se prononcer sur l'euthanasie, ou est-ce que vous faites une distinction entre le cas de Vincent Lambert et ce débat-là? Non, je crois il n'a pas été tué. Je crois que pour vous, il s'agissait d'un acharnement de maintenir en vie que la République française a fait, et que c'est ce qui me fascine le plus dans ce cas, c'est comment vous, vous n'êtes pas expert dans cette matière, vous pouvez discuter ce cas depuis 10 ans avec tellement de sensibilité, d'émotion, et c'est quelque chose de très bien. C'est un cas humain qui nous concerne tous, et où la nation française, on a l'impression, vu de l'Allemagne, est un petit village, parce que ce monsieur qui a maintenant disparu, il est devenu un partenaire de la famille avec ses troubles, tout ça. Ça vous concerne maintenant tous. En Allemagne, on aurait toujours tendance tout de suite, le cas personnel, bon, c'est important. C'est sa famille tout qui à l'a fait. voulu. C'est Mais sa famille qui a mis... En Allemagne, on discuterait toujours du principe de l'euthanasie. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas... Je veux dire, on serait tous très tôt dans le débat plutôt philosophique et où on resterait jamais 10 ans sur un cas comme ça dans le public. Et c'est bien aussi de le faire, parce que c'est un peu comme votre relation avec le président. Vous pouvez discuter s'il reste 10 ans au pouvoir de lui chaque jour, alors que nous, même Merkel, on la voit pas tous les jours. Vous voyez, mais c'est formidable. C'est comme chez Astérix un peu. Des cas similaires en général sont justement réglés dans les centres de soins palliatifs, discrètement, entre les familles, les médecins, etc. Donc c'est uniquement parce qu'il y a eu un cas où il y avait cette espèce où il y avait ni instruction et positions différentes qu'on arrive à ça. Non, juste dire que si de l'affaire Lambert, il peut sortir quelque chose, c'est la question des directives anticipées. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui peut permettre de sortir et de produire quelque chose. Et un deuxième point fondamental, à part les directives anticipées, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de directives anticipées où elles seront floues, il faut savoir qui décide, les parents dans l'entourage. Exact. On verra les dessins justement dans un instant avec vous, CAC. Restez avec nous, on se retrouve dans moins de 2 minutes.
semaine dans le monde continue avec toujours à mes côtés Claude Guibal de France Inter. Bonjour Claude, rebonjour. Avec toujours Georg Blum également de Die Zeit, avec Marc Semo du Monde et Kag de Cartooning for Peace, de l'opinion d'abord et de Cartooning for Peace aussi. Et c'est ce qui nous intéresse parce qu'on vient d'évoquer le cas tragique de Vincent Lambert. Et alors comment les dessinateurs de presse ont-ils traité justement cette affaire qui est quand même avant tout tragique? J'ai retenu 2 dessins pour vous montrer qu'ils l'ont traité de 2 façons. Ceux qui ont quand même tenté l'humour, même si sur un sujet pareil c'est pas facile. Donc là vous avez l'affaire Vincent Lambert, un dessin de Lacerpe, dessinateur français. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc vous avez la prime off, on. Et après ça continue, off, on, et en fait le dessin peut continuer comme ça éternellement. Oui. Donc c'est une manière de faire. Il y en avait un autre que j'ai pas ici mais qui était excellent, je crois que c'était sous le ciel, je suis pas sûr, au Décressac, où il avait repris la chanson, vous savez, de Philippe Catherine, et je coupe le son. Donc il a fait, et je coupe les soins, et je remets les soins. C'était assez terrible comme dessin. Donc il y a ceux qui tentent l'humour, et il y a ceux... Sur en fait le fait de décision de justice en décision de justice, on a épuisé à peu près tous les voies de recours. On essaie toujours de se moquer des choses dont on se dit, ça je peux en rire. Donc là on peut en rire du côté indécis de la situation. Et j'ai retenu celui-là parce qu'une autre manière de le traiter, c'est plutôt d'aller vers l'allégorie, vers la chose plus poétique. Donc vous avez parfois des dessins de presse comme ça, où chacun d'entre nous peut décider de ce que ça veut dire. Donc là, j'ai bien aimé, c'est un dessin de Christina, une dessinatrice portugaise qui dessine pour l'Espresso, avec cette ligne de vie où tout d'un coup, comme s'il y avait, alors c'est peut-être soit un signe de conscience du patient, soit au contraire son âme qui s'échappe et qui nous quitte, on ne sait pas, mais ce papillon au milieu de la ligne de vie, moi j'aime beaucoup, c'est des dessins dans lesquels on se plonge et chacun d'entre nous va y mettre ce qu'il a envie de voir c'est assez malin en dessin de presse, on laisse le lecteur faire son choix sur ce qu'il a envie de comprendre. Merci beaucoup, c'est vrai que c'était pas évident de mettre en dessin cette affaire. Le Royaume-Uni déploie un 2e navire de guerre dans le Golfe 2 jours après un incident avec la marine iranienne qui avait tenté de barrer le passage d'un pétrolier britannique. Dernier épisode d'une escalade qui dure entre Téhéran et les Occidentaux. La semaine dernière, c'était les Britanniques qui avaient arraisonné un pétrolier iranien au large de Gibraltar, soupçonné de faire route vers la Syrie en violation de l'embargo. Le pouvoir iranien, de son côté, s'est affranchi de ses obligations dans l'accord de 2015 en accumulant de l'uranium au-delà des quantités autorisées et en franchissant le seuil d'enrichissement de 3,67%. Des dérapages contrôlés, Georg Blum? Contrôlés, on aimerait le croire encore que les Iraniens sont, je veux dire, ont toujours le traité en tête et le brisent d'une façon consciente pour ne pas tout détruire. Mais c'est un vague espoir. Et la façon dont maintenant, je veux dire, même nos pays, l'Allemagne et la France ont maintenant tendance quand même de se ranger un peu derrière les États-Unis, alors qu'ils sont quand même maintenant plus dans le traité. Alors cela, on a l'impression faut mieux être avec Trump qu'avec ces Iraniens. Tout ça pointe au danger que l'Iran se trouvera seul. Alors s'il y a une bête seule dans son cage, je veux dire, ça c'est dangereux. Et les provocations militaires sont déjà là et je trouve l'Europe ne fait pas assez pour équilibrer la chose. On a franchi mais Marc, on sait beaucoup plus que moi. Non, les Iraniens ont fait des accros très calculés au traité. C'est millimétrique. C'est millimétrique. Alors le problème, c'est qu'ils ont promis dans 60 jours d'en refaire d'autres. Donc le problème, c'est l'escalade. Ce que veulent les Iraniens, pendant 2 ans, ils ont respecté l'accord et n'en ont pas eu les bénéfices. C'était ce qu'ils appelaient leur patience stratégique. Bon, là, ils s'aperçoivent que Trump durcit de plus en plus, que Trump risque d'être réélu. Voilà. Donc ils ont décidé d'essayer de recréer un rapport de force. Donc ils font des accros, délibérés. Mais là-dessus, ça reste contrôlé. Ils sont tous réversibles. On peut aller en arrière. Bon, enrichir l'uranium à 4,5% au lieu de 3,67%. Alors que le seuil de 20% à partir duquel il est très facile d'arriver aux 90% pour l'uranium militaire est encore très loin, ça va. Ce qui est beaucoup plus dangereux, ce sont les provocations dans le détroit d'Ormuz et dans le Golfe. C'est-à-dire, effectivement, il y a une montée des tensions sur tous les plans. Et c'est pour ça que la France essaye de jouer la médiation. Parce que la France a une possibilité de le faire. Double, parce qu'elle a été, disons, depuis le début de ces négociations en 2003, le pays leader. Et le deuxième... Et réticent dans la dernière ligne droite avec Laurent Fabius, quand même. Voilà, et réticent à brader l'accord. Oui. Donc, elle a le respect de ce point de vue des Iraniens parce qu'elle était dure. Elle a le respect de Trump parce que, sur le fond, l'objectif est le même. Emmanuel Macron l'a dit et répété.
l'accord doit être complété parce qu'il est insuffisant, voir ce qui se passe après 2025. Le balistique. Il faut évoquer les questions balistiques et évoquer la déstabilisation régionale. Mais liquider l'accord, c'est le saut dans le vide. Donc, ça donne à la France une possibilité d'essayer de jouer un peu les médiateurs pour arrêter les choses, que l'un et les autres fassent des petits gestes intermédiaires et reprendre le dialogue. Le problème, c'est que c'est très difficile. Le problème, c'est que si on se place dans la peau des Iraniens, effectivement, quelle autre solution avait-il pour sortir de ce qui se passe depuis 2 ans ? C'est-à-dire que quand même le régime de contrôle de l'AIEA sur le programme nucléaire iranien est un des plus stricts au monde. Les Iraniens l'ont scrupuleusement suivi. Tous les 3 mois, il y a un rapport très net sur les flux, les stocks, etc. et tout. Qu'est-ce qu'a joué Rouhani ? Il a joué gros quand même en négociant, en imposant cet accord à sa population. C'est-à-dire que le deal, c'était de sortir l'Iran de son isolement politique sur la scène internationale, et c'était de permettre à l'Iran de souffler un petit peu économiquement. Ils sont rentrés dans les clous. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu 2 ans plus tard ? Rien du tout, bien au contraire. Au passage, au même moment, la Corée du Nord joue la surenchère, etc., et obtient exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire être traitée comme un partenaire par les États-Unis sur la scène internationale. Donc, Vu de Téhéran, quelle autre solution que d'aller là-dedans ? Effectivement, comme le disait Marc, la riposte, enfin en tout cas la réponse des Iraniens, elle reste proportionnée pour l'instant. La France fait des allers-retours. Clément Beaune, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, était à Téhéran, et je crois que la deadline des discussions, c'est le 15. Bon, mais tout ça, voilà, c'est souple. Mais effectivement, le problème, c'est l'escalade dans le détroit d'Ormuz. On voit bien aussi toutes les conséquences que ça peut avoir régionalement, aussi au Yémen, enfin tout ça, et sur les prix du pétrole. Non, là, et puis l'escarmouche, l'étincelle, parce qu'à tous les 2 jours, on se demande, ça y est, si la 3e guerre mondiale va pas éclater dans le guerre sur un supertanker, effectivement, se pose. Jean Blum. On a toujours l'impression, je veux bien croire, c'est ce que dit Marc, que la France a encore un rôle à jouer pour négocier, mais je veux dire, l'Allemagne n'a pas su le faire quelques semaines avant, et tous les mois qu'on a eu pour prouver. Vous pensez qu'il y a une volonté d'intervention des Israéliens et des Américains, ou de leur côté aussi, c'est un calcul pour obtenir davantage par la négociation ? Je crois surtout qu'il n'y a pas d'alternative pour l'Iran maintenant. Je veux dire, les Européens n'ont pas su montrer qu'il y a des alternatives aux sanctions des Américaines. Et les sanctions marchent. Ils sont économiquement, l'Iran est dans... Oui, mais elles n'aboutissent pas au changement de régime que souhaiteraient éventuellement les Américains. C'est quand même ça l'objectif en sortant de l'accord. Vous pensez vraiment qu'ils le souhaitent? Quel peut être l'autre objectif de sortie d'un accord, si ce n'est ni pour intervenir, ni pour changer le régime? Oui, c'est pour... se résoudre à un Iran nucléaire? Mais même Bolton, on dit qu'il n'est pas en faveur de changement de régime maintenant. Je veux dire, personne ne veut un changement de régime pour une raison toute simple. C'est que le régime qui viendrait après plus dur. Ce serait encore pire. Ce serait une quasi-émanation des gardiens de la Révolution, beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus intransigeant. Le problème, c'est de mettre la pression maximum. Non. Raisonnablement, il risque d'y arriver. Parce que l'Iran, pour le moment, fait ce qu'il appelle la résistance maximale à la pression maximale, mais à la fin... Et l'Amérique nous montre, il faut tous qu'on aille derrière elle, je veux dire, et il nous montre encore une fois que l'Europe ne compte pas. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt américain, et ça se fait très visiblement pour tout le monde. Parce qu'ils ont raison ou parce qu'ils ont la force? Mais en tout cas, le mécanisme de contournement proposé par les Européens... Parce qu'ils ont la puissance. N'importe quelle entreprise, vous lui laissez le choix entre le marché iranien et le marché américain, elle a choisi. Sauf les Chinois, qui continuent à acheter Même eux, les Chinois sont engagés à continuer à acheter du brut irakien. De moins en moins. Et c'est pour ça que dans les nouveaux trains de sanctions, les Iraniens sont totalement étranglés. Et un des compromis, ça serait justement de permettre, comme avant le 22 avril dernier, de permettre aux Iraniens de vendre aux Chinois, aux Indiens, aux Japonais. En attendant le mécanisme européen de troc... C'est pour des pistaches et des médicaments, le mécanisme européen de troc. Donc quand bien même il marcherait, c'est absolument... Il n'y a pas grand-chose pour l'Iran à exporter à part son avec les besoins iraniens. L'Iran a besoin de, 1 million de barils par jour. Et je trouve qu'on a vraiment honte des langages de notre gouvernement, de nouveau gouvernement, même Macron maintenant, qui se met derrière Trump. Je veux dire que c'est quand même les Iraniens qui brisent les traités maintenant et qu'il faut les punir. Et je veux dire, notre ministère des Affaires étrangères, Heiko Maas, est dans ce sens-là. Macron est dans ce sens-là maintenant, violation de traités. Et alors ça devient
vient pas de l'Iran. Ça ne vient vraiment pas dans. Il y a un seul problème. Les Iraniens ont respecté la lettre du traité, parce qu'il y a les contrôles de l'AIEA, etc. Ils n'en ont jamais respecté l'esprit, à commencer par la question du balistique. C'est-à-dire que les Iraniens disent, bon, pendant 10 ans, on laisse faire. Entre-temps, on développe nos capacités balistiques. Dans 10 ans, on reprend et on met la bombe sur le missile qui est prêt. Donc, si vous voulez, il ne faut pas non plus être totalement naïf par rapport aux Iraniens. Et dire, c'est terrible, nous, on est méchants et les Iraniens ont été des gentils garçons. L'argent qu'ils ont ramené, qui a été dégelé avec le début de l'entrée en vigueur de la fin des sanctions, ils l'ont quand même donné pour aider le Hezbollah, pour aider les rebelles. Mais ça, c'est une raisonnement... Pour aider le régime syrien. Donc arrêtons, là aussi, non, mais c'est un raisonnement stratégique. Dans 2 ans, nous, on joue avec la guerre, là, chaque jour, avec ce qui se passe à Hormuz, n'est-ce pas? C'est vraiment, c'était tout près du commencement de la guerre, là. Alors, qui dit guerre dit armes. Attention. Donc, les armes, c'est quelque chose de facile pour les dessinateurs de presse, on va les utiliser. Donc, vous avez ce premier dessin d'Ariel Kagel, grand dessinateur américain pour Kagel Cartoon. Vous avez ces petits post-it qu'on colle derrière les gens, qui fait toujours rire la petite blague « Kick me, kick me ». Voilà, donc là, il y a Kick Me, mais il se trouve que l'Iranien que Donald Trump s'apprête à allumer est une bombe lui-même. Donc, symboliquement, c'est assez marrant. Et j'adore la façon dont son Trump est de plus en plus simple. Bientôt, il n'y aura plus que la mèche, un petit œil en truc et la bouche comme ça. C'est incroyable. Et on continue de le reconnaître. Delambre, pour Canard Enchaîné, qui, alors si on peut dézoomer un peu, je ne sais pas, alors bon, je vous dis la bulle, nous aussi on s'est bombé le torse, dit Rouhani, ce qui est pas mal, et en fait en réalité, alors je ne sais pas si vous le voyez en entier sur votre écran, en réalité lui-même est une bombe, donc on joue avec les symboles des armes. Soulcier pour Télérama nous emmène lui dans la War Room. La guerre peut maintenant, ce que vous disiez, débuter à tout instant. Il y en a que Donald Trump qui a repéré qu'il y avait un moustique sur le bouton Iran qui s'apprête à taper. Il y a 2 choses que j'aime beaucoup dans ce dessin. Nous, on est un peu sidérés, on se dit, mais il ne faut pas qu'ils tapent. Vous avez derrière les 2 militaires qui, eux, au contraire, ont un sourire jusqu'aux oreilles pour s'amuser les faucons. Et j'aime beaucoup le dernier bouton de l'autre côté du panel, parce qu'en fait, vous avez une liste de pays, et le dernier bouton, c'est Rest of the World. C'est pas mal. Ça, pour vous montrer rassurant. Après, il y a ceux qui ont voulu jouer avec le symbole de superpuissance. Donc là, vous avez Job Bertrams, dessinateur néerlandais, et qui nous fait un Trump en Poséidon, roi des océans, sauf que le roi, on n'y voit plus très clair. J'aime beaucoup son petit chien bateau, là, c'est mignon. Et on voit le requin iranien qui contourne doucement le géant Neptune aveugle. Vous avez, toujours dans la surpuissance, Yassine Latrache, grand dessinateur, au plan technique comme c'est beau. Lui reprend, alors pardon, c'est pour les geeks, c'est les héros, c'est les super vilains de l'univers Marvel. Vous avez notamment Thanos, que vous aviez dans la dernière aventure, dont le gant permet, sur un simple claquement de doigts, de décider de tuer la moitié de l'humanité. Donc il reprend ces symboles-là pour illustrer les dirigeants, et il ne prend pas parti, et américains et iraniens. Et 2 derniers dessins. Celui-ci, vous vous souvenez les petites barres, vous avez sur votre ordinateur la barre de téléchargement quand vous attendez que c'est un peu long, et là vous avez le missile iranien qui est en train de télécharger. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Ils téléchargent la puissance nucléaire, l'américain en face est prêt, et le pauvre Europe qui est au milieu et qui essaye d'empêcher le téléchargement. Arrêtez. C'est un dessin de Zach, dessinateur philippin. Et on termine par celui-ci, c'est un peu ce que vous disiez, mais dans l'autre sens, dessinateur argentin, Langer ou Langer, je ne sais pas comment il faut dire. Et donc je vous traduis. Il dit, mais pourquoi les Israéliens, les Iraniens disent, pourquoi les Israéliens pourraient avoir l'arme atomique alors que nous, on ne peut pas? La réponse est simple, parce que eux, c'est les gentils, et vous, vous êtes les méchants. L'Iran engagé pas directement d'ailleurs dans le conflit au Yémen, mais par proximité avec notamment les rebelles Houthis, en face, dans la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis annoncent vouloir passer d'une stratégie militaire à une stratégie de paix. Après 5 ans de combat, Claude Guibal, est-ce le signe qu'on en voit peut-être enfin le bout de cette très sale guerre? En tout cas, le retrait, partiel des troupes émiraties affaiblit évidemment l'Arabie Saoudite qui est à la tête de cette coalition. On voit surtout que 5 ans après le début de cette guerre, complètement figé, aucun camp n'a pris sur l'autre. Les Houthis, quand même, les rebelles restent au contrôle de larges zones du pays, dans le nord, l'ouest, la capitale, Sanaa. On voit aussi que les Émiratis se retirent de certaines zones, où visiblement et le nord pour se rabattre. Non, ce qu'on voit surtout, c'est que le rapport bénéfice-coût de cette guerre pour les Émiratis commence à être un petit peu lourd. Alors, je ne sais pas exactement combien d'hommes ils ont sur le terrain, quelques milliers. Quelques milliers. Bon, ils sont plutôt très très bons, mais bon, ils ont entraîné les Yéménites, les soldats yéménites. Et aujourd'hui, les Émiratis, ça commence à leur coûter cher au niveau de leur image internationale, parce qu'il y a toutes les accusations de crimes de guerre sur la coalition dans cette guerre au Yémen.
par rapport aux États-Unis, c'est un problème. Donc ils préfèrent effectivement retirer leurs troupes et les concentrer dans les zones où le combat se mène sur Al-Qaïda notamment, ce qui passe mieux. Mais effectivement, c'est la première fois peut-être depuis 5 ans de début de guerre qu'il y a cette désescalade, si on peut dire, qui peut ouvrir la porte à des négociations. Mais il est évident que une fois que ce retrait se fait, pour les Houthis, aujourd'hui, ce qu'ils vont réclamer, c'est le départ de toutes les troupes et que cette négociation, elle va se faire sur cette base-là. En plus, militairement parlant, c'est quand même un effet. Parce que, militairement parlant, les troupes les plus aguerries, ce sont celles des Émirats arabes unis. Ils sont formés, très bien formés. On a appelé Abu Dhabi la petite Sparte du Golfe. Ils misent tout, justement, sur ses capacités militaires. Les Saoudiens, qui mènent la coalition, c'était la guerre qu'a voulu MBS, le prince héritier, l'homme fort qui monte, est un fiasco absolu. Leurs bombardements sont totalement imprécis, foireux, font des dommages collatéraux monstrueux. Leurs troupes au sol sont absolument nulles. Donc c'est une véritable catastrophe. Donc le fait que les troupes des Émirats se retirent va totalement changer la donne et risque effectivement d'accélérer la route vers une solution négociée. Parce que déjà avant, ils ne pouvaient pas gagner. Oui. Là, c'est devenu impossible. C'est impossible. Oui. Jean Blum. Si cette guerre est si sale, c'est prouvé par les numéros des victimes. Il y a 100 soldats des Émirats qui ont été tués. Il y a 70 000 victimes civiles en Yémen. On a arrêté de compter officiellement, d'ailleurs. Pas officiellement, mais c'est quand même une dizaine de milliers. Oui. Et je veux dire, s'il y a une chose qui prouve que l'Allemagne a raison pour ne pas exporter des armes dans des pays comme ça et que la France devrait être un peu plus prudente sur ce sujet, cette guerre le prouve, je veux dire. Là, ça donne raison à l'Allemagne avec ses lois très restrictives sur l'exportation d'armement. On retrouve aussi les armes françaises en Libye maintenant. Je veux dire, il faut Français et Allemands se disputent beaucoup sur ce sujet. Oui. Il faut trouver un consensus et la guerre de Yémen est un bon exemple. Oui, je trouve qu'elle est emblématique de beaucoup de choses, effectivement, sur les ventes d'armes inconséquentes. On voit aussi vous parliez du bilan, le bilan humanitaire est dingue sur ça. Il y a quoi, 15 millions de personnes qui sont au bord de la famine aujourd'hui. Hodeïda, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes, qui est toujours... avec une guerre menée avec des armes très modernes, sinon il y avait des victimes sur les deux côtés, n'est-ce pas? C'est nos armes. Sur cette guerre du Yémen, désastre humanitaire, d'après l'ONU. Comme toujours, dans ces cas-là, les dessinateurs ont le choix entre essayer quand même un peu d'humour. Là, vous avez Kurt, donc, qui abonde dans votre sens, et qui dit « Les armes françaises utilisées au Yémen seront désormais 100% bio ». Je pense qu'il vous a un peu suivi sur cette perspective. C'est la manière à lui de dénoncer la chose. Vous avez aussi la SERP, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Famine au Yémen, l'Arabie Saoudite nous envoie des coupes-fins. Bon, c'est plus de l'humour noir, là. Et ensuite, vous avez les dessinateurs qui décident plutôt d'être là dans l'émotion. Donc, ce dessin de Cal, dessinateur américain, vous avez l'Iran et l'Arabie Saoudite qui s'affrontent, en réalité, par-dessus cette cause. Et 2 personnes en bas, dont l'un est en train de mourir, qui dit qui est en train de gagner. Je sais, moi, qui est en train de perdre. Ce dessin d'un dessinateur iranien, Amin Naghi, qui dit tout. Voilà, symboliquement, je l'aime beaucoup parce qu'il est graphiquement très simple, très beau. Le côté absurde de ce genre de situation où d'un côté on bombarde, c'est un peu comme d'être contre, de fou, vouloir faire la paix et de vendre des armes en même temps. D'un côté on bombarde, de l'autre côté on envoie de l'aide humanitaire. J'ai peur que l'un des 2 ustensiles tombe plus vite que l'autre, cela dit, dans ce dessin. Au secours, grand dessinateur, illustrateur belge-flamand. Tout simplement, on reprend souvent le symbole de la mort. Là, il a joué avec la superposition des cercueils qui s'emboîtent un peu comme un Tetris. Et vous voyez qu'il y a des cercueils de plus en plus petite taille. Donc c'est quelque chose qui aurait été dessin qui a l'air simple, mais qui en fait est assez triste. Et ce casque impuissant, lui-même d'ailleurs dans le cercueil des Nations Unies. Et 2 derniers dessins. Un dessin d'un Tunisien, Omran. Donc il a joué un petit jeu de mots anglais. Papa, un petit enfant sur les genoux de son père. Pourquoi est-ce que notre pays s'appelle Happy Yemen, le Yémen heureux? Et il répond, il s'appelait comme ça avant qu'arrive le pays qui s'appelle Saudi Arabia. Fait qu'en anglais, si vous dites Saudi Arabia, vous êtes sur le Yémen heureux et l'Arabie Saoudite, l'Arabie triste. C'est assez joli. Et enfin, on termine par Osama Hajjaj, dessinateur jordanien. Dessin très fort. Alors là, c'est purement graphique. Où vous avez cette espèce de python ou d'anaconda qui est fait uniquement avec des bombes et qui est en train d'avaler un enfant mourant. Voilà. Parfois, les dessins comme ça vous envoient juste l'émotion dans la face et c'est tout ce qui vous reste.
Merci CAC. C'était également l'actualité de la semaine. Pour la 3e fois en un mois, Angela Merkel a été prise de tremblement. C'était lors d'une réception capturée donc par les vidéos présentes ce jour-là en présence du Premier ministre finlandais Antti Rinne. On va peut-être voir d'ailleurs ces images, non pas qu'en tant que telles, bien sûr, elles soient très agréables à regarder, mais effectivement, elles ne peuvent pas manquer d'interroger sur l'état de santé actuellement d'Angela Merkel. Georg Blum, est-ce qu'on évidemment, on l'imagine, on s'interroge sur la situation, la capacité à Angela Merkel d'aller, non pas, enfin d'aller en tout cas au terme de l'échéance qu'elle s'est elle-même fixée, puisqu'on le sait, hein, Angela Merkel a prévu de toute manière de passer la main. Oui, mais en 2021, en 3 années, et là, je crois que ça devient maintenant le secret d'État le mieux gardé en Allemagne. C'est ce qu'elle a vraiment. Est-ce que c'est vraiment les signes de quelque chose de grave ou non, comme elle dit toujours qu'elle est bien et ça veut rien dire, et c'est tremblement, mais c'est très mouvant de la voir comme ça, n'est-ce pas? Elle est toujours la femme forte que nous connaissons, et tout d'un coup, elle semble faible, comme on l'a jamais vue, et elle souffre elle-même de cette apparence, on le sent, mais c'est sa fragilité, c'est quelque chose qui est politiquement aussi, ça se sent maintenant en Allemagne. On a la successeur de son parti à côté d'elle souvent maintenant. Alors c'est toute une... symboliquement, ça représente la fin d'une époque en Allemagne, n'est-ce pas? De fait, c'était la question que vous était posée au moment où elle a été réélue cette dernière fois, qui était celle du mandat de trop. Jusqu'à quand Merkel devait-elle rester au pouvoir? Qu'est-ce qui explique cette volonté de se maintenir, d'ailleurs, coûte que coûte Mais c'était la situation aussi internationale, l'élection de Trump, où tout le monde lui disait de tenir bien. Sauf qu'aujourd'hui, elle est affaiblie politiquement. Elle était la seule à avoir une vraie légitimité, la seule à avoir une vraie capacité. Dans l'Europe, elle était incontestablement la personne la plus forte, la plus expérimentée. Au point pour Obama, en Europe, il n'y en avait qu'une, c'était elle. Donc pour toutes ces raisons, en plus c'est une femme fascinante. Dans son bureau, elle a toujours eu un petit cadre avec Catherine II de Russie, qui était d'origine allemande, qui était un peu son modèle. Donc voilà, voilà. Et c'est difficile dans des moments pareils de dire bon, j'arrête et je vais m'occuper, en plus même pas d'enfants et de petits-enfants, de soigner mes géraniums. Oui, sa vie, c'est sa carrière, sauf que là maintenant, voilà, est-ce que ça n'affaiblit pas l'Allemagne, au-delà de la chancelière elle-même, dans les discussions qui sont déjà compliquées au sein de l'Union européenne? Alors, elle a réussi à placer sa ministre de la Défense à la tête de la Commission. Est-ce que c'est pas un peu le chant du cygne? En partie, probablement oui, mais d'abord, elle n'est pas si affaiblie que ça. Parce que, justement, on l'a vu au niveau des nominations en Europe. Ils ont réussi à éviter le type de la CDU Webern. Donc, elle n'a pas si mal joué que ça. Donc, pour une chancelière qu'on dit quasiment au crépuscule, c'est pas si mal. Ensuite, il y a effectivement le problème d'AKK, sa successeur, qui malheureusement, et heureusement, est un peu un clone, en moins bien. Parce qu'elle est plus jeune, elle a moins d'expérience, etc. Donc le problème qui va se poser, c'est est-ce que AKK pourra réellement prendre une dimension? Et en plus, il y a tous les autres problèmes d'un modèle allemand qui, d'une certaine façon, et ça, Georg en parlera beaucoup mieux que moi, arrive un peu au bout. Claude Guibal, en attendant, Emmanuel Macron est toujours contraint d'essayer d'occuper l'espace et de chercher un interlocuteur. On a l'impression que depuis le début de son mandat, en fait, il est à contre-temps dans sa recherche d'un dialogue avec l'Allemagne, d'obtenir notamment de l'Allemagne des facilités budgétaires que pour l'instant il n'a pas pu obtenir. Non, effectivement, mais alors ça, moi je reste toujours fascinée par la vision allemande de Macron là-dessus, parce que effectivement au départ avec Angela Merkel on se tient la main, on essaie de recréer et ça n'a jamais marché. Alors pourquoi ça n'a jamais marché? Comment c'est vu de Berlin? Est-ce que ça marchera avec Annegret Kramp-Karrenbauer
avoir Non, on a plutôt l'impression qu'avec AKK et Macron, ce sera beaucoup plus difficile. Je veux dire, elle a refusé toutes les propositions du président français avant les européennes, mais d'une façon beaucoup plus brutale que Merkel l'a jamais fait avant. Et c'est ce qu'il faut, je veux dire, vu de l'Allemagne, notre élan maintenant, c'est les Verts. On ne parle pas de AKK, on parle du nouveau chancelier vert en Allemagne, parce que dans les sondages, les Verts sont devenus le parti le plus fort. Et la prochaine coalition, s'il y avait des élections pour bénir les Verts à la chancellerie. C'est le parti le plus fort dans les villes. Oui, et c'est ça, je crois, qu'il faut comprendre en France. Il faut bâtir sur... C'est ce que, si on veut positivement penser la politique européenne avec les Verts, sur le budget, il y a beaucoup plus de possibilités qu'avec AKK et Merkel, bien sûr. Merci à vous, c'est la fin d'une semaine dans le monde. Merci Georg Blum, merci également à Claude Guibal, à Marc Semo et à CAC d'avoir été avec nous cette semaine. Restez sur France 24 à suivre un nouveau journal dans quelques minutes.